Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du Balado Voix, ma santé, mon métier. Vous êtes en compagnie de Krishna Martineau, enseignante. Bonjour Krishna. Bonjour Ingrid. Anne-Marie Vachon, orthophoniste. Bonjour Ingrid, bonjour Krishna. Et puis moi, Ingrid Vardogt, professeure à l'école d'orthophonie et d'audiologie. Nous sommes rendus au 11e épisode du Balado Voix, ou même 12e si on compte un épisode bonus qu'on a eu avec la chercheure Maude Desjardins. Et ça fait longtemps en fait qu'on a enregistré notre avant-dernier épisode. Très exactement combien de temps, Krishna, Anne-Marie, est-ce que vous avez ça en tête? Moi, je dirais que ça fait environ 11 mois. Quelque chose comme ça. Donc, on est quasiment un an plus tard. Donc, cet épisode-ci, c'est quoi comme épisode? Ben, c'est un épisode de suivi, un épisode de retour sur l'expérience, un épisode pour boucler la boucle de l'aventure Ma voix, ma santé, mon métier. Et pour cet épisode-ci, nous avons avec nous en studio Edith Coulombe, qui est étudiante à la maîtrise en orthophonie de l'Université du Québec à Trois-Rivières et qui a été avec nous pendant toute cette aventure du balado voix. Et Edith, dès que tu vas prendre la parole pour dire bonjour, mais on va reconnaître ta voix parce que tu as été la voix qui a lancé nos épisodes et puis qui a terminé nos épisodes. On a pu t'entendre aussi dans certaines entrevues, notamment celle avec Maude Desjardins. Et puis, tout à l'heure, je t'appelais la mémoire vive de notre balado parce que tu as suivi de tellement, tellement près tous ces épisodes. Tu as été avec nous dans les coulisses pendant toute cette aventure. Et aujourd'hui, c'était important pour nous de t'avoir avec nous en studio et d'entendre aussi ta perspective en tant que jeune et futur orthophoniste. Bonjour Edith. Allô, je suis vraiment contente de faire partie de cet épisode-là avec vous. Ouais, moi aussi, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous. Alors, pourquoi on voulait faire cet épisode-ci? Ben, c'était pour offrir une fin à notre entreprise, le balado voix et la série Ma voix, ma santé, mon métier. Parce qu'il s'en est passé des choses, en fait, depuis le dernier épisode enregistré, depuis ces 11 mois, presque un an. Anne-Marie et Krishna, vous avez continué à travailler ensemble. On en parlera un peu plus dans la suite de l'épisode. Mais peut-être pour amorcer notre conversation aujourd'hui, on pourrait revenir sur la toute première question qu'on avait posée dans l'épisode numéro 1, où c'était la voix, c'est quoi pour moi? La voix, c'est quoi pour vous? Qu'est-ce que signifie la voix? Je serais curieuse de savoir si maintenant, un an plus tard, vous avez toujours les mêmes idées sur c'est quoi la voix pour vous ou si justement votre perception de la voix a évolué. Anne-Marie, est-ce que toi tu veux te lancer dans cette réflexion? Je me souviens pas exactement qu'est-ce que j'ai dit au premier épisode, mais je dirais que ma définition de la voix est sensiblement la même, mais je dirais que ma perspective dans laquelle je joue mon rôle d'orthophoniste auprès des gens qui ont des difficultés avec leur voix, c'est beaucoup modifié avec ma collaboration là, dans le podcast. C'est comme si j'avais fait passer la voix dans une perspective un peu supérieure dans ma tête d'orthophoniste. C'est que si je la voyais, au lieu d'avoir quelque chose juste à traiter, c'est comme si maintenant je la vois, on peut aller au-delà du traitement, on peut la faire rayonner davantage à la base même, avant même qu'elle soit atteinte. Mhm. T'sais, mon rôle d'orthophoniste, de réparatrice de la voix, Mm. c'était mon rôle primaire, mais c'est comme si là, j'associe à mon rôle d'orthophoniste un autre nouveau rôle qui est super stimulant, là, qui est de vulgariser toute cette notion de la voix saine, de faire, tantôt je l'ai dit encore, puis je le redis, mais de la faire rayonner, de la rendre tangible pour que les gens comprennent que ce geste-là est aussi important et a la même valeur que tous les autres gestes qu'on fait, qu'on pose et qui nous servent à bien faire nos activités comme travailler, Mm. ben le geste de la voix, c'est ça aussi. Mm. Fait que c'est comme si je donne un second rôle à mon travail d'orthophoniste. Cool, ouais, ouais. Toi, Krishna.
Ben moi, de ce que je me souviens du premier épisode, c'est que j'avais nommé que c'était un outil de travail, puis je pense quand même que ça reste. Ça reste un outil de travail pour moi, mais son utilisation, est différente. Dans le sens que là, j'ai une meilleure compréhension de l'utilisation que j'en ai, puis de comment, justement y faire plus attention, puis, être en conscience là des petits gestes là qui peuvent, tout changer là dans la préservation là d'une meilleure santé vocale. Mmh. Edith, toi, on n'a pas entendu au début des épisodes ta perception de ce que c'est la voix, mais j'imagine que ça a dû évoluer pour toi parce que quand tu es arrivée dans le projet du balado-voix, tu n'avais pas encore eu aucun cours sur la voix. Je pense que tu savais même pas encore à ce moment-là si tu allais être ou non acceptée dans un programme d'orthophonie. Donc, tu es vraiment arrivée novice dans ce projet. Où est-ce que ça a été quoi ton cheminement et ton évolution? Oui, ben, à ce moment-là, je savais que j'allais en orthophonie, mais c'est vrai que j'avais pas de cours. Puis même aujourd'hui, j'ai pas encore eu de cours sur la voix. Donc, ça a vraiment été comme une opportunité pour moi d'en apprendre énormément. Puis quand je pensais à la voix, je pensais, bon, à l'outil de travail, surtout en lien avec les enseignants, enseignantes. Tu sais, j'ai compris aussi que la voix, ça englobe tellement de fonctions, puis qu'il y a tellement de choses qui se transmettent par la voix. Donc, autant notre personnalité, nos émotions. Puis j'ai vraiment vu que c'était complexe, que c'était multidimensionnel aussi, puis c'était nuancé. Puis on dirait que ça m'a permis de commencer à m'émerveiller un peu sur qu'est-ce que c'est la voix. J'ai comme découvert la pointe de l'iceberg. Puis là, je me dis, oh mon Dieu, il y a tellement autre chose aussi là, que je peux apprendre à expérimenter. Puis, tu sais, j'en ai expérimenté beaucoup par les entrevues, puis en écoutant les échanges aussi que vous avez eus, mais je trouve ça fascinant. Puis je suis vraiment reconnaissante du balado parce que ça m'a fait vraiment ouvrir les yeux sur un sujet que on se rend pas compte. La voix, on l'utilise tout le temps, puis on s'en rend pas compte qu'on l'utilise, mais c'est tellement complexe. Fait que moi, ça a vraiment été... ça m'a comme permis de m'émerveiller sur un aspect qu'on pense pas forcément tous les jours. Mm. Moi, je me souviens que Anne-Marie t'avait dit dans le premier épisode, la voix, c'est magique. Oui, c'est le mot que j'avais en tête, moi aussi. Oui, hein, c'est vraiment ça. La voix, c'est magique. Et je pense souvent à ça. Et toi, tu as nommé émerveillement, Edith. Et je sais pas moi si ma conception, ma perception de la voix, elle a évolué, mais en tout cas, ma fascination et mon émerveillement pour la voix, il n'a pas diminué. Au contraire, je trouve que c'est rempli de merveilleux, cet outil-là, cet objet-là. Et le balado, pour moi, il m'a confirmé que c'est quelque chose qui est pas juste un intérêt, une lubie farfelue de mon propre esprit, mais qu'il y a d'autres esprits farfelus qui peuvent s'y intéresser aussi. Et puis, ben, qu'ensemble, on a tenu comme ça 10 épisodes à s'échanger des choses. Et puis, je sais qu'on a le goût de continuer. Puis, il y a des gens qui nous ont écoutés aussi. On a eu aux alentours de 2500 écoutes pour tous nos épisodes pour le moment. Donc, ça en a intéressé d'autres aussi. Donc, ça reste magique et merveilleux pour moi, la voix. Et justement, j'en profite pour rappeler qu'on avait aussi créé une formation continue pour accompagner le balado-voix. Et à travers cette formation, on a aussi des gens qui nous ont écrit des choses, des retours au niveau des épisodes, avec beaucoup de curiosité, envie d'en savoir plus. Et notamment, un des éléments sur lesquels les personnes étaient curieuses, c'était de dire, oui, mais concrètement, comment ça se passe une thérapie vocale? Qu'est-ce qu'on fait? On avait un épisode où on avait parlé de certains exercices, mais c'était assez bref. Puis sur cet épisode, on a eu plusieurs retours de personnes qui disaient, mais moi, ça me tenterait d'en avoir plus, d'en savoir plus, de comprendre plus. Et justement, là, je vais donner la parole peut-être à toi, Krishna, ou peut-être qu'on va donner la parole au passé et qu'on pourrait réécouter un extrait d'un de nos épisodes. Et puis, Krishna, tu pourrais revenir là-dessus et on pourrait rentrer dans ce qui s'est passé après notre dernier enregistrement. Oui, ben bonjour, moi c'est Krishna Martineau, je suis enseignante au primaire.
Mais j'ai un parcours un peu atypique, là, donc je suis enseignante d'éducation physique de formation. J'ai décidé de bifurquer vers l'enseignement en classe pour devenir titulaire. J'ai beaucoup d'intérêt pour le sport aussi, là, donc étant donné que je suis quand même active à vélo, je me déplace même l'hiver à vélo, donc la voix, ça fait partie de mon métier. Donc oui, c'est un outil de travail, mais on va pouvoir en rediscuter là, de la définition un peu plus tard. Mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que j'ai été touchée par des problématiques de voix, donc j'ai bien hâte d'en apprendre un petit peu plus sur ça. La Krishna d'il y a 1 an. Qu'est-ce que tu dis, Krishna? Est-ce qu'elle a changé, cette Krishna-là? La voix de Krishna? Ben, la voix, oui, de ce que tu m'en as dit, là, parce que c'est sûr que moi, la perception que j'ai de m'entendre parler n'a pas beaucoup changé. C'est sûr que mes capacités sont différentes. Donc, ça, je sens que mes capacités sont plus grandes, si on veut, en quelque sorte. Mais il faudrait que j'entende ma voix d'aujourd'hui enregistrée pour voir la différence, la subtilité. Mais j'entends un peu plus là, le petit bruit d'écorchure. Là. Je ne sais pas comment ça avait été nommé par l'animatrice de Radio-Canada. Là, donc, oui, qu'est-ce ça qu'elle m'avait disait? marqué, Oui, là, oui, mais oui, oui. ça, je trouvais que c'était juste quand même comme détail là, dans cette voix-là de moi au début du balado. Mais c'est surtout là, toute la prise de conscience puis ce que Anne-Marie m'a aidé à travailler. Là. Donc, ça a été un processus quand même vraiment intéressant là, qui n'a pas été si long que ça. Je ne sais pas combien de temps. Là. Mais donc, tu dis, tu vois, c'est un processus, mais en fait, quel a été ce processus? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi et comment est-ce que toi et Anne-Marie, vous avez continué à travailler ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais l'idée est partie du fait que j'étais un petit peu plus au courant là, des informations dont on avait discuté là, dans le balado. Donc, c'est sûr que je partais avec pas une avance, mais juste avec une meilleure compréhension. Puis, le rôle d'Anne-Marie, ça a été de m'accompagner au départ à mieux comprendre justement comment fonctionnait ma voix. Donc, d'aller voir avec l'écoute là, des premiers extraits qu'elle avait enregistrés dans son bureau, de voir qu'est-ce qui se passait, puis que finalement, j'étais pas efficace. Donc, que j'utilisais pas pleinement là, les plis vocaux, puis de savoir qu'il y avait de l'air qui s'échappait à travers tout ça. Probablement que c'est ça le son qu'on entend. Là. Je sais pas si c'est ça exactement. Là. Donc, moi, je pourrais pas faire une analyse plus poussée. Mais si toi, tu te sens à l'aise qu'on parle de ta voix, comment on commente ta voix, on pourrait essayer d'expliquer sur le plan anatomo-physiologique ce qui se passe. Mais j'aimerais bien faire marche arrière quand même pour s'assurer que les personnes qui nous écoutent nous suivent bien. Donc, si on se rappelle, au tout début, oui, tu as embarqué dans le projet. Comme tu viens de le dire, quelque chose qui t'avait intéressé, c'est parce que toi-même, tu avais vécu des problèmes de voix, mais tu t'es jamais dit, j'ai un trouble de la voix. Tu t'es jamais dit, je vais aller consulter une orthophoniste et quelle bonne chance, maintenant on me propose un projet, je vais rencontrer des orthophonistes. Mm-hmm. Et d'ailleurs, tu n'étais vraiment pas intéressée de cette manière-là, puisque je pense que c'est dans le 2e épisode, on s'est rendu compte que tu ne savais pas ce que faisait une orthophoniste par rapport aux problèmes de voix. Nous, on pensait que c'était clair que toi, tu savais que les orthophonistes s'occupaient de ça. Puis on a découvert qu'en fait, non, pas du tout, parce que tu nous as dit, je ne sais pas moi, en fait, c'est quoi ton rôle? Explique-le-nous à Anne-Marie. Exact. Donc, tu as vraiment découvert ça au fur et à mesure, puis ce qui s'est passé au dernier épisode, mais ça s'est passé vraiment derrière les coulisses, après qu'on ait fermé les micros. Il y a vraiment eu, moi je me souviens, cet échange entre toi et Anne-Marie, où petit à petit, finalement, vous vous êtes dit, mais en fait, Krishna, est-ce que toi, tu n'aurais pas envie de travailler ta voix? Et est-ce que vous vous souvenez de cet échange-là? Anne-Marie, toi, tu te souviens de cet échange qui a mené au fait qu'après, vous décidiez de travailler ensemble? Mais je me souviens de l'échange, puis je me souviens aussi que, tu sais, on a beaucoup parlé de charge vocale hein, dans le podcast, on a beaucoup parlé de ça, puis on sait que, tu as dit, Ingrid, que Krishna n'avait pas spécifiquement un trouble de voix, elle n'a jamais eu de diagnostic par rapport au trouble de voix. Mais Krishna, on le sait, c'est une athlète de la voix, elle est une enseignante, donc c'est comme si, là, on comprenait mieux le fait que ses exigences dans sa charge vocale pouvaient pas toujours être en adéquation avec la façon dont son geste moteur était fait parce que tout au long des épisodes, Krishna a cheminé que finalement, ses plaintes vocales s'avéraient être, je pourrais pas dire un trouble de la voix, puis ça après tout à l'heure, je pourrais en parler un petit peu là, mais
ça s'agit pas nécessairement d'un trouble de la voix. Ça s'agit plutôt qu'elle peut pas jouir de son plein potentiel vocal. C'est plutôt ça. C'est pas nécessairement qu'il y a un trouble. Krishna a cheminé que se dire, ben, tu vois, je peux améliorer la façon dont ma voix est produite pour pouvoir être plus efficace. Et c'est ça tout à l'heure qu'elle a dit. Clairement, j'ai beaucoup plus de capacité, je pense que Ouais. tu as dit, Krishna, ou je le sais, je le sens. C'est ça qui est intéressant. Puis donc, cette discussion-là, je pense qu'elle s'est faite parce que Krishna avait cheminé grâce à toutes les informations qu'elle avait cumulées pendant le podcast. Ouais, j'aimerais bien poser la question à Edith parce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toi notre mémoire vive. Et puis je pense, a été présente aussi à travers ce cheminement. Comment est-ce que toi, en tant qu'observatrice externe, tu as vu notre trio évoluer et comment est-ce que tu comprends ce cheminement où finalement les Krishna et Anne-Marie se sont dit, ben oui, on va travailler ensemble avec la voix de Krishna. Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, ben moi j'ai trouvé ça vraiment. Tu sais, je trouve ça beau que Krishna, tu te sois embarqué dans ce projet-là un peu naïvement, si on veut. Puis tu t'es dit, ah, ben ça va être intéressant, ça touche les enseignants, enseignantes, puis ça, tu sais, ça me touche moi au final. Puis je trouve ça beau que tu te sois dit, ah, ok, ben là je comprends mieux c'est quoi le rôle, fait que tu sais, je vais participer, je vais embarquer, puis je vais comprendre un peu aussi de l'intérieur, qu'est-ce qu'elle veut dire Anne-Marie, puis qu'est-ce qu'elle veut dire Ingrid quand il parle de santé vocale, puis de prendre soin de sa voix et tout. Je trouve ça beau, je trouve ça. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais je trouve que votre relation s'est forgée tranquillement au fil des épisodes aussi. Puis après ça, ben, t'as comme une autre vision en l'ayant expérimenté toi aussi, là, de c'est quoi une bonne santé vocale. Mais le mot naïvement, je trouve que ça représente bien comment j'ai commencé le projet, dans le sens que je me lançais là-dedans sans trop savoir. Je connais mon travail, puis je connais c'est quoi le métier d'enseignante, puis c'est mon champ d'expertise. Mais là, d'aller dans le monde de l'orthophonie, c'était quand même assez inconnu pour moi, mais j'avais vécu des épisodes là, d'extinction de voix, donc de perte de voix. Donc là, moi, j'avais toujours un peu cette crainte-là aussi de dire, ah ben là, si je suis malade, ben je vais avoir une extinction de voix, puis c'était comme normal que ça arrive. Donc, de pouvoir développer ça avec vous, là, cette compréhension-là, puis éventuellement d'avoir le suivi avec Anne-Marie, ça m'a rendu moins craintive parce que là, j'ai une meilleure compréhension, une meilleure conscience de qu'est-ce qui se passe là, quand j'utilise ma voix au travail. Moi, je dirais qu'en plus d'avoir une perspective globale, tu sais, sur la physiologie de la voix, tu as en plus eu les indications qui sont vraiment individualisées dans ta voix. Donc, vraiment, c'est ça la beauté de ce qu'on a poursuivi. On a vraiment été dans une approche où il y a beaucoup d'informations que normalement je donne dans un suivi orthophonique. Je dis je, là, mais que les orthophonistes donnent dans un suivi orthophonique qui est beaucoup par rapport à la physiologie, qui est beaucoup par rapport à l'hygiène vocale, qui est beaucoup par rapport à l'effet de la voix, de la fatigue. Bon, beaucoup d'informations qui ont été transmises dans le podcast. Ben, Krishna a pu s'imprégner de ça. Donc, elle est arrivée déjà avec une compréhension supérieure à ce qu'on pourrait avoir normalement en début de suivi. Et puis, après ça, ben, on a entamé le processus et là, on a individualisé toute cette théorie-là. On a étudié la charge vocale. C'est quoi ton type d'enseignement, Krishna? C'est quoi ton type, avec quel niveau de classe que tu travailles? Après ça, on a fait ses propres enregistrements. J'ai analysé la voix, je lui ai expliqué au niveau anatomique. Maintenant, bon, ben mon hypothèse, c'est ça qui se passe. Donc, allons travailler le souffle, allons travailler la fermeture des plis vocaux. Ensuite, une fois que ça, c'est bien solide, bien là, on peut aller travailler la projection parce que tu as besoin de projection, parce que ton type d'enseignement fait que tu aimes être en enseignement magistral avec tes élèves, puis ça fait en sorte que tu en as besoin. Donc, c'est vraiment cette adéquation-là entre des connaissances de base et des connaissances individualisées qui ont fait tout à l'heure, Krishna te dit, ben, ça n'a pas été un processus si long que ça, mais c'est vraiment le fait qu'on a pu travailler avec ces deux bases solides-là. Ça Là. demande quand même une certaine introspection quand on se questionne à savoir c'est quoi notre type de gestion de classe, c'est quoi nos méthodes d'enseignement. Donc ça, c'est des choses qu'on a observées ensemble. Mais il y a aussi, moi, ce qui m'a touchée beaucoup, c'est le fait
tu m'enseignes ces choses-là. Moi, j'ai senti que c'était un enseignement pour que je puisse mieux comprendre. Parce que quand on fait des choses sans savoir pourquoi on le fait, on le fait pas. On s'embarque pas dans le processus au même titre que quand on le comprend, puis on sait que, ah oui, là, ça va avoir ça comme répercussion, ça va donner ça. Donc, au moins, j'avais une idée globale vers quoi on s'en allait. Donc, l'objectif que j'avais en tête, ben, ça m'a donné envie de m'investir. Puis, ça va revenir à un des épisodes où tu nous avais parlé de cet engagement-là, donc le contrat moral qu'on pouvait avoir quand on suit une thérapie. Ben, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise, puis il faut être assidu. Si on le fait pas, ben, on peut se mentir, on peut mentir aux autres, mais on peut pas se mentir à nous-mêmes. Puis nécessairement, c'est que les changements vont pas arriver par eux-mêmes là, si on se mobilise pas. Mais j'ai une question pour cadrer les choses, pour qu'on comprenne vraiment tout ce qui s'est passé. Donc, dernier épisode, on enregistre. Puis là, Anne-Marie, Krishna, vous vous dites, ben là, si on travaillait la voix de Krishna. Mais puis, qu'est-ce qui s'est passé si on prend sur le plan vraiment juste formel? Vous vous êtes vus en vrai? Vous vous êtes vus pas en vrai, à distance? Est-ce que vous vous êtes vus 5 fois, 10 fois, 1 heure à chaque fois, 30 minutes? À quoi ça ressemblait juste dans la forme? Ça a été quoi comme type d'engagement de part et d'autre, mais juste sur la forme? Ben, la première fois, on s'est rencontrés en vrai. Là, je trouvais que c'était quand même intéressant que je puisse aller la voir à son bureau pour au moins avoir un début, là, de prendre les échantillonnages pas virtuellement, là, dans le sens que c'est toujours mieux comme ça. Donc, ça a été notre première rencontre qui a été quoi, d'1 heure à peu près pour prendre le pouls, savoir où est-ce qu'on en était, puis de se fixer un premier objectif là, suite à l'analyse de ma voix. Donc, ça a été la première, puis on en a eu 3 ou 4 autres, je crois, par la suite, de façon virtuelle. Donc, ça a été un suivi, je pense, à peu près aux 3 semaines, là, si je me rappelle bien aussi. Oui, bien, on peut faire une moyenne d'environ 3 semaines. Au début, on a fait l'analyse, on a fait l'évaluation, l'analyse de la voix dans la même rencontre. C'est pas toujours comme ça que ça se passe, je dirais. Krishna, ça a été facile pour moi de faire ça à la même rencontre parce que j'avais déjà beaucoup entendu sa voix. Donc, j'avais déjà mon analyse perceptuelle là, qui était faite d'antérieurement. Mais normalement, une évaluation vocale, là, je la fais jamais juste sur une rencontre, là. Donc, Krishna, on a fait son évaluation. On a déjà établi les objectifs par rapport aux plaintes. C'est ça qui est intéressant, de façon à ce que Krishna s'approprie ses objectifs et les moyens que moi, j'allais lui donner pour poursuivre ça. Donc, on s'est rencontrés, puis par la suite, c'est ça, c'était des rencontres de 1 heure. Si je me rappelle bien, on a fait 4 séances en tout. C'est ça, les séances dans lesquelles là, on faisait ça par télépratique, à laquelle, entre les périodes, ben, Krishna avait ses devoirs de faire ses exercices. Et là, je la suivais parce qu'elle m'envoyait des petites photos. Je fais mes exercices d'orthophonie. Est-ce que ça, tu l'as fait parce que c'est Krishna et on a ça, ou tu demandes ça de tes patients? Ben, je demande pas qu'ils m'envoient nécessairement des photos, mais c'est sûr que l'implication, c'est sûr que je la questionne à chaque fois. C'est indispensable parce que si je questionne pas l'implication, j'ai pas la bonne prise de mesure sur le potentiel d'amélioration. Et je vais juste faire une parenthèse scientifique. Et là, j'ai vraiment pas du tout préparé ça, donc j'ai pas la citation en tête, mais c'est une étude de Van Leer, je pense, Eva Van Leer, qui montre que si le patient est obligé de s'enregistrer pendant qu'il fait ses exercices pour prouver, entre guillemets, prouver à son orthophoniste qu'elle a fait les exercices, eh bien, il va en faire plus que s'il n'y a pas cette demande de preuve. Donc, peut-être que c'est un mécanisme, peut-être c'est pas idiot de demander à nos patients mais montre-moi une photo de quand tu le prends, parce que d'un coup, ça devient une preuve tangible et ça peut être ça peut servir de motivateur à le faire. Mais c'était juste drôle. Je t'imagine, Krishna, prendre ton petit selfie. Est-ce que c'était juste une photo ou aussi non, mais un enregistrement? Non, mais c'était pas un enregistrement de ce que j'avais fait. C'est parce que je faisais des bulles au début. Là. Je faisais des bulles dans de l'eau. Puis, Attends, c'est quoi les bulles dans de l'eau? Est-ce qu'on parle des bulles dans de l'eau? Parce que ça, c'est une question aussi. C'est concrètement, c'est quoi les exercices? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, tu fais des bulles dans de l'eau. Mais je peux dire que très préscolaire.
Mais au départ, il fallait que je souffle de façon constante, là, des bulles. Donc, mes bulles, fallait qu'elles soient vraiment là, toujours de la même façon. Mais est-ce que tu souffles? Moi, je le sais, mais je vais quand même Oui. poser une question. Tu souffles avec quoi? Est-ce que tu as un outil pour souffler? Ben, j'avais une paille. Ah Donc, je soufflais à l'intérieur de ma paille, donc dans l'eau. Puis, il fallait que ce soit constant. Donc, au début, je ne faisais pas de bruit, là. C'était vraiment juste souffler sans que ça fasse mal. Là, j'ai pas plus de détails. Je sais pas si... C'est magnifique comme exemple parce que ça fait partie d'un des exemples vraiment absurdes de l'orthophonie, de dire je vais chez mon orthophoniste pour la voix, mais je me retrouve avec une paille, un pot maçon ou un bol à faire des bulles dans de l'eau. Donc, c'est toi, quelque part, ça demande une très grosse confiance. C'est-à-dire que tu dois faire confiance en Anne-Marie pour te dire, OK, c'est ça que je vais faire. Et j'y crois parce que ça paraît loin de la voix. Donc, comment Anne-Marie, toi, t'expliques justement le mécanisme physiologique qui fait que c'est intéressant, que c'est effectivement intéressant de faire des bulles à travers une paille dans un bol d'eau Parce que moi, pour une personne qui travaille sa voix? j'avais mis une photo de ça, puis j'avais mis devoir d'orthophonie sur les médias sociaux. Comment j'explique ça? Je leur dis qu'on fait des folies en orthophonie et qu'ils doivent laisser leur cerveau dans l'auto. C'est ça que je dis. Tu dis c'est magique, c'est Mais magique, c'est ça. faites-moi confiance. En fait, je le dis parce que, justement, c'est un peu pour rire de l'absurdité de ces exercices-là. On va dire absurdité, mais c'est pas absurde du tout, là. C'est juste que c'est sûr que quand on le comprend pas, c'est difficile à s'approprier. Donc, Krishna l'a beaucoup dit, là, dans d'autres rencontres qu'on a eues hors micro, sur le fait que j'ai joué un rôle pédagogique. Mais moi, ce rôle pédagogique-là, c'est vraiment majeur parce que j'explique tous les fondements de ces exercices-là, à quoi ils servent. Donc, pourquoi on fait des bulles dans l'eau? Ben, c'est pour avoir une pression constante sur nos plis vocaux, Une pression de quoi? une pression d'air. Ouais, mais ça, je me souviens que tu Exact. me l'avais expliqué, puis tu me l'avais même montré avec tes mains, là, que moi, ça touchait juste les bouts des doigts quand ils se touchaient, mes plis vocaux, alors que là, ça devait faire toute l'amplitude là, complète de ma main. Donc, quand ça se touchait, il fallait que ça se touche d'un bout à l'autre. Donc, est-ce qu'on peut rajouter à l'explication de cet exercice, tu n'as pas juste soufflé de l'air, mais oui, tu as soufflé de l'air, c'est clair, mais tu l'as pas soufflé comme si tu étais en chuchotement, juste dans ta paille, mais tu as soufflé avec de la voix. Ouais, mais au départ, non, mais après ça, oui, il fallait que j'ajoute un bruit. Ok, c'est ça. Donc, parce que les personnes qui se souviennent de l'épisode 1 ou 2, je crois, où on parle justement du fonctionnement vocal, ben, si on fait juste souffler de l'air, les plis vocaux se touchent pas. Si on souffle de l'air en faisant un bruit, ben, c'est parce qu'on a rapproché nos plis vocaux, effectivement, et qu'ils commencent à vibrer. Et tu me montrais à l'écran, Krishna, tu faisais une jolie vibration, ondulation avec tes mains. Oui, tu sais, donc c'est vraiment d'expliquer, de rendre ce geste moteur-là tangible pour quand on le fait. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi je t'amène à faire cet exercice-là qui peut te paraître, oui, préscolaire, tu sais, puis qui est pour les enfants, parce qu'on voit des enfants en trouble de la voix, et eux sont beaucoup motivés à faire des belles bulles dans un verre d'eau, parce que ça, maman puis papa, normalement, veulent pas qu'ils fassent des bulles dans un verre d'eau. Mais nous, quand on est adulte, quand on est enseignant, puis que notre orthophoniste nous dit fais des bulles dans l'eau, ben c'est sûr qu'on se questionne. C'est pas magique. Non, c'est pas magique. Ces exercices-là ont un fondement, puis c'est important de bien le comprendre pour bien se l'approprier. Et des fois, c'est ça aussi, c'est que cet exercice-là, ça se peut qu'il ne fonctionne pas pour une personne. Ça se peut qu'on soit obligé d'aller chercher un autre exercice. Donc, c'est pour ça, c'est là le rôle de l'orthophoniste, c'est d'être la pédagogue parce que si mon élève ne comprend pas ou est incapable de s'approprier cette méthode-là, ben, je vais lui amener une autre méthode. Puis je vais lui expliquer dans d'autres termes, dans d'autres mots, mais je vais quand même lui expliquer. Parce que ça, je me souviens, il y avait un exercice que j'étais incapable de faire. Là, j'arrivais pas à produire ce que ça devait faire. Puis on l'a changé pour autre chose. Là, donc, Est-ce que tu te souviens ce que c'était comme exercice que tu n'arrivais pas à faire? ben, c'était la vibration des lèvres là, avec le bruit. Puis j'arrivais pas à tenir aussi longtemps comme dans la vidéo là, parce qu'Anne-Marie m'envoyait comme des exercices là, avec le nombre de répétitions, le temps et tout ça, là, comme un programme d'entraînement. Mais j'écoutais les vidéos, j'y arrivais pas. Donc, c'est le... C'est ça? Mais je le ferai pas, là.
Edith, toi, qui n'a pas encore eu de cours de voix alors, mais qui nous a quand même suivis à travers les épisodes, mais t'en dis quoi, toi, de souffler des bulles dans un bol d'eau? Ça te paraît orthophonique? C'est drôle parce que cette semaine, on parlait d'un autre sujet, là, mais on a vu qu'une des techniques là, pour d'intervention, c'était justement là, de faire des bulles dans un verre d'eau à 5 cm pour voir la capacité respiratoire des gens. Fait que là, j'étais comme, ah, ok, peut-être que ça pourrait avoir rapport, mais là, en même temps, je comprends plus le lien avec les plis vocaux, la voix, en faisant les bulles, mais avec de la voix. Donc, Toi, tu voyais ça dans quel contexte? Dans le cadre d'un cours? oui, dans notre cours de dysarthrie. Mais là, je comprends que c'est ça, c'est différent, mais je trouve que ben, je peux comprendre le questionnement en tant que patient-patiente, là, de se dire ah, c'est drôle quand même comme exercice, mais comme Anne-Marie, tu dis, c'est important de comprendre les fondements aussi en arrière pour se l'approprier. Puis je trouve ça intéressant aussi quand tu disais que un exercice peut ne pas fonctionner aussi pour une personne. Tu sais, ça dépend de ton trouble de la voix, ça dépend ou de ta difficulté vocale. Là. Donc, tu sais, faire attention que si un exercice ne fonctionne pas pour nous, de ne pas abandonner tout de suite puis se dire, OK, ben il y a peut-être autre chose là, qui pourrait être plus personnalisé, plus approprié pour moi. C'est très lié sur l'introception, tu sais, sur la capacité de la personne à ressentir ces changements moteurs-là. Dans le deuxième épisode, tu sais, on apprend c'est quoi la longueur des plis vocaux, tout ça, tu sais, on le sait que c'est petit, on le sait que, tu sais, c'est pas gros, là, c'est sûr que notre capacité à sentir ces changements fins-là est pas la même pour tous. Donc, des fois, de juste avoir l'aide d'une paille dans l'eau pour voir les bulles, pour voir la grosseur des bulles, mais OK, là, ça me dit, mon cerveau peut comprendre que quand je ressens ça à peu près, ben là, je suis dans la bonne voie, tu sais, parce que aussi, j'ai un feedback visuel. Fait que, tu sais, c'est toute la capacité d'introception puis d'amener le plus de possible de feedback dans tout ça pour, encore là, s'approprier le geste. Ben, au fur et à mesure que je pratiquais, c'est sûr que je me sentais plus compétente là, à faire les exercices. Puis moi, je me laissais là, les post-it. Là, j'avais des post-it partout avec mes exercices là, écrits un après l'autre. Là. J'en avais pas beaucoup, mais j'en avais à pratiquer quelques fois. Puis, ben, ça m'incitait à les faire. Donc, je m'étais écrit bulle dans l'eau. J'avais écrit mes autres petites choses que je devais faire. Puis l'exercice, entre autres, où ben, je vous en avais parlé, là, le déclic, là, c'est fait. Puis que j'ai compris comment vraiment que ça pouvait me servir en classe. Je sais plus c'est après quelle séance, mais ça a été un exercice vraiment bête. Là, c'était à la 3e séance. Donc, c'était de faire le son M. Mais d'avoir vraiment la vibration là, comme dans le devant de ma bouche. Là, j'ai pas bien fait, là, Anne-Marie. Là. Mais de faire. Mais moi, j'ai rien dit, c'est toi qui Je l'as sais, dit. mais là, c'est parce que je me suis pas placée. Parce Voilà. qu'il fallait Oui, vraiment. mais c'est génial Voilà. parce que ce que tu viens de démontrer, Krishna, c'est aussi une des compétences qu'on soutient la personne à développer en orthophonie, c'est ta propre autocritique. Oui. Donc, ouais. Mais là, je le faisais, puis à un moment donné, j'étais dans la classe, puis je parlais, puis il y a comme un mot que j'ai dit, puis là, ça a vraiment fait, hey, là, je l'utilise, ma caisse de résonance, là, puis ça sortait comme Anne-Marie me l'avait dit. Mais on dirait que là, à force de répéter mon son tout le temps, puis là, de vraiment accentuer là, le mouvement de ces vibrations-là, mais dans les autres mots que j'utilise, là, ça apportait beaucoup plus, puis je l'ai senti. Donc, c'est vraiment ce déclic-là qui a été plus, ben c'est ça, c'est une perception là, interne. Là. Ben en fait, tu réponds vraiment à la question que j'avais, où je disais, moi, je suis curieuse de savoir comment tu passes du verre d'eau, des bulles dans le bol, à, comme tu nous disais tout à l'heure, je sens que mes compétences sont élargies. Donc, c'est ce transfert dans ton milieu. Parce que les rencontres que vous avez eues, 4 rencontres, c'est bref. Donc, une rencontre initiale, puis 4 rencontres de travail. C'est pas la mer à boire, malgré tout, comme intervention. C'est assez court. À quel moment tu as senti qu'il y a eu un transfert? Ben, au départ, c'était vraiment ça, là, quand on parlait des plis vocaux, là, de l'utiliser à pleine amplitude. Mais suite à ça, ben, il y avait plusieurs exercices là, de crescendo, là, de montée plus aiguë, plus grave. Donc ça, je me souviens là, que je le sentais aussi. Mais quand c'est venu à dire des mots, c'est un petit peu là, je pense qu'il y a eu le changement majeur là, dans comprendre
où j'allais m'en servir. Parce que là, les bruits, oui, mais on parle pas en bruit là, quand on est dans la classe. Donc, quand c'est arrivé au mot, ben là, moi, c'était un transfert qui se faisait un petit peu plus évidemment, de façon évidente dans mon travail. Mais est-ce que toi, quand tu retournais dans ton milieu, tu te dis maintenant Krishna applique les conseils d'Anne-Marie, ou bien tu te surprenais toi-même à le Ouais, faire? ça se faisait naturellement. Donc, cette conscience-là était là, mais il y a aussi des aménagements que j'ai apportés. Des choses que j'ai fait en classe, des gestes concrets, puis vu que j'étais en conscience, c'est un petit peu ça le mot, là, la conscience devenait présente, donc on peut plus passer à côté, là, quand on le sait que, ben, je peux utiliser d'autres stratégies d'enseignement, je peux, mobiliser plus les élèves, attendre vraiment que les élèves soient plus calmes, d'avoir des gestes, visuels au lieu de sonores. Mmh. Donc c'est vraiment des choses que j'ai changées dans ma pratique, étant donné que je savais que c'était plus pour préserver cet outil de travail-là. Puis cette année, ma charge de travail vocale, je suis pas mal certaine qu'elle est à peu près la même que l'année passée, puis j'ai eu des rhumes, des virus ou peu importe, là, j'ai été malade, puis j'ai pas perdu la voix, puis moi, c'est un signe que ça a été efficace parce que concrètement, c'est pas arrivé comme ça arrivait, habituellement. Mhm, mhm. Donc, toi, quelque part, tu quantifies ton amélioration en nombre de fois où tu n'as pas perdu la voix, Ben, il y donc a celle 0. oui, ça pourrait être ça, mais aussi sur le niveau de fatigue. Donc, Mhm. le niveau de fatigue, c'est quand même un bon indicateur aussi sur, OK, là, j'ai trop donné là, aujourd'hui, mais ça m'est rarement arrivé cette année là, de me sentir comme fatiguée de la voix. Tu sais, quand on a dit au départ que Krishna, on avait établi les objectifs selon les plaintes, bien, Krishna avait quand même des plaintes de fatigue vocale. Donc, on avait vraiment comme objectif de diminuer la fatigue vocale, mais tu sais, dans les phases, là, comment on est en arrivé à ce qu'elle puisse utiliser ces techniques-là, ben, il y a la phase, moi, que j'appelle de rééducation. On apprend un nouveau geste moteur. Donc, on part d'un geste simple qu'on fait évoluer et qu'on complexifie dans différentes situations. Krishna, tu dis que tu as eu un déclic dans les mots. Moi, je dirais que tu as eu encore plus un déclic franc quand on est allé sur les phrases en voix résonante. Fait que ma mère m'amène à Montréal, tu sais, comme ça, quand on lui faisait vraiment le buzz en avant, ben, le déclic s'est fait encore plus. Ça, c'est vraiment l'appropriation du geste moteur, l'automatisation. Dans les fondements, il y a ces phases-là. Donc, tu sais, nous, l'orthophoniste le sait qu'à un moment donné, on va arriver dans la phase d'automatisation. Ça, c'est la phase, le côté rééducation. Mais il y a le côté compensation. Tu sais, que j'ai beau rééduquer le meilleur geste moteur, ça reste que je le redis, Krishna, c'est une athlète de la voix, elle doit prendre soin de elle et elle doit prendre soin de son environnement. Donc, tout ça, mais on l'a aussi adapté. Tu sais, on l'a fait ensemble, elle l'a fait toute seule aussi, mais c'est vraiment dans une optique, moi, je le fais toujours en balancier. Là, vous voyez pas mes mains, là, Mais tu fais une balance. mais, mais je fais une balance, puis je dis toujours aux gens, ben ces deux moyens-là, on les travaille ensemble. Si vous abandonnez un, si vous abandonnez l'autre, le balancier devient instable. Vous allez perdre le contrôle. Tant que vous n'êtes pas certain que vous êtes sur votre équilibre, vous devez continuer à travailler ces deux volets-là pour pouvoir trouver l'équilibre. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, vous pourrez relâcher un petit peu le cerveau parce que vous allez comprendre cet équilibre-là. Ça va être devenu votre mode de vie. Mais avant de bien le comprendre, il faut vraiment le découvrir des deux côtés. J'ai envie pour peut-être les personnes qui nous écoutent et qui se disent ah ben ça me tenterait peut-être de faire des démarches en orthophonie à titre préventif, peut-être plutôt comme toi Krishna, sans nécessairement avoir un trouble de la voix. Mais toi Anne-Marie, tu dis ah ben Krishna est arrivée avec des connaissances parce que elle a travaillé avec nous pendant le balado, donc il y avait déjà une compréhension comme de l'intérieur. Toi, tu dirais, tu as gagné combien de temps avec cette personne surinformée qui était Krishna quand elle est arrivée chez toi? Sans ça, tu aurais rajouté 2 séances, une séance? Qu'est-ce que tu crois?
Je pense que j'aurais rajouté environ 2 séances, là. Mhm. Parce que la moyenne des gens, c'est plus 6 à 8 rencontres. Je me souviens que Madame Defoy était aussi dans cette moyenne-là. Puis je me souviens que j'avais dit que j'étais à peu près dans cette moyenne-là. Puis voyez-vous, avec Krishna, on est plus à 4 Mhm. séances. J'aurais rajouté facilement 2 rencontres, là. Si c'est même pas 3, parce que mon évaluation aussi s'est faite plus rapidement, là, du fait que j'avais beaucoup entendu la voix de Krishna. C'est au moins 2, sinon 3. Moi, je me dis, je repense à un des épisodes qu'on a eu où il y avait notamment le docteur Gagnon qui parlait du fait que c'est incroyable finalement qu'on ne forme pas les enseignants à leur outil de travail, à un de leurs outils de travail les plus importants. Donc on se dit ici qu'il y a eu un investissement pour Krishna d'environ 5 heures, je vais dire, de temps avec une professionnelle. C'est sûr que tu as investi du temps à côté pour tes exercices, Krishna, mais et peut-être alors, on va dire 8 heures en moyenne pour une personne qui ne serait pas arrivée avec les compétences de Krishna. Mais si on transpose ça et qu'on repense il y avait aussi des jeunes futures enseignantes qui parlaient dans un de nos épisodes et qui déploraient justement qu'il n'y avait aucune formation là-dessus, ça prendrait pas tant que ça. Ça prendrait pas tant que ça d'avoir 5 heures, par exemple, de formation avec une orthophoniste sur la santé vocale et des techniques de projection de voix pour gagner ici, pour Krishna, tu as une année d'être tranquille. On ne sait pas si peut-être tu aurais besoin d'une piqûre, de rappel après un moment, mais au moins tu as gagné 1 an de tranquillité vocale avec 5 heures d'investissement. Puis il y a le fait aussi, je sais qu'Anne-Marie l'avait dit, là, on devient des sentinelles dans nos milieux. J'en ai parlé avec plusieurs de mes collègues, puis il y en a quelques-unes aussi qui ont écouté le balado. Donc, je suis contente d'avoir pu faire profiter mes collègues là, de cette mini-expertise-là, en quelque sorte, là, de dire que oui, c'est pertinent, puis oui, j'ai vu un changement, puis oui, c'est possible là, de se prendre en main, parce que ça a été un peu ça là, aussi, le processus, c'est d'appliquer les exercices qui sont suggérés, puis de vraiment s'embarquer dans le projet. Là. Mhm, mhm. T'en penses quoi, Edith? Parce que toi, je pense que parmi ces jeunes étudiantes, il y avait des personnes que toi, tu connaissais justement. Ben moi, je trouverais ça, mon Dieu, je trouverais ça génial là, qu'il y ait une petite formation au moins là, dans tout leur bac de 4 ans, là, si je me trompe pas. Tu sais, je me dis, c'est fou à quel point ça s'est réglé vite quand même. Là. Mettons, Krishna, quand on y pense, 8 séances, mettons, même au plus, là, 8 séances, pas tant que ça. Puis je me dis, ça pourrait facilement être à la limite un cours d'un crédit là, dans leur formation ou ça pourrait régler vraiment, ben en tout cas, ça pourrait prévenir beaucoup de problèmes. Je pense que ça serait quand même apprécié. Je pense que les enseignants enseignantes apprécieraient, même s'ils sont peut-être pas au courant tout de suite des enjeux, mais plus tard, peut-être qu'ils pourraient revenir sur leurs notes puis dire ah, il me semble que j'avais vu ça, puis je comprends mieux pourquoi aujourd'hui j'ai mal ou Mais j'ai des douleurs. tu soulèves un point vraiment intéressant, Edith, en fait, parce qu'on en a parlé, on a dit il y a cet engagement, il y a ce contrat moral entre l'orthophoniste et la personne qui vient travailler avec l'orthophoniste. Et donc, il y avait aussi cet avancement, cette rapidité, peut-être parce que tu étais déjà convaincu, c'est-à-dire que le contrat moral, tu l'avais quelque part, Krishna, signé à l'avance. Donc, c'est vrai qu'il y a une limite avec des formations toutes ouvertes chez des personnes qui n'ont pas encore vécu de problèmes potentiellement, donc qui vont pas s'engager dans cette chose parce qu'elles vont pas comprendre que ça leur parle. Mais comme tu dis, c'est minimalement cette possibilité d'en avoir entendu parler, de dire qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des trucs, et peut-être de déjà attraper des personnes qui peut-être déjà vivent dans leur stage, dans leur internat, des premières difficultés. Ouais, mais tu sais, même je pense que tous les profs, tous les futurs là, qui sont à l'université en formation en ce moment, ils savent que tu sais, dans leur tête, c'est comme normal de perdre la voix, mais juste savoir que ce l'est pas, déjà là, je me dis, c'est un gros pas, là, de fait. Parce qu'on a tous eu des enseignants, enseignantes au secondaire, au primaire qui ont perdu la voix, puis c'est comme, ah ben oui, là, mais tu sais, juste savoir que c'est pas censé t'arriver, puis t'es censé avoir des bonnes techniques vocales, déjà là, je me dis, il y a quand même un grand bout de chemin d'accompli, là. Puis il y a toute la portion aussi dont on parlait, la personnalité, la couleur de la personne, tu sais, de pouvoir
m'exprimer avec ma vraie voix, ça n'a pas de prix, là, dans le sens que j'ai envie d'être dynamique avec les élèves, j'ai envie qu'ils puissent m'entendre puis de leur partager ma passion. Donc de pouvoir, utiliser, là, correctement ma voix pour que ça dure, je trouve que c'est quand même intéressant aussi, là. Ça fait partie de notre travail. On peut pas être sans voix, là, devant. Je dirais, moi, que les commentaires que j'ai eus beaucoup, là, c'est l'impact de l'épisode, je me crois, 9, qu'on parle de l'effet de la voix sur les apprentissages. 6, c'est ma voix et les autres. Fait que ça, c'est peut-être. Ah ben c'est peut-être le 6, je me trompe peut-être, je pense que c'est le 6 alors, Edith. Le commentaire que j'ai beaucoup eu, c'est de mes collègues orthophonistes et amis orthophonistes qui venaient du milieu scolaire. Ça a été vraiment cet épisode-là que eux ont accroché parce que eux ils baignent dans ces apprentissages-là constamment. Puis là, cette perspective-là amène aussi une entrée différente, moi je pense, pour notre discours d'orthophoniste envers les enseignants. Oui, la voix, c'est pour toi, mais c'est aussi pour tout le monde autour. Moi, je ne l'avais pas vu de cet angle-là, cet épisode-là. Moi, je l'avais vu vraiment de mon angle plus théorique, de mon angle, bon. Mais là, d'avoir des commentaires sur ça, ça m'a apporté un œil vraiment différent, intéressant sur le discours qu'on pourrait avoir justement pour accrocher les enseignants, pour leur faire prendre conscience que oui, c'est pour eux, mais que c'est pour tout le monde autour d'eux. On, on arrive à la fin de la série Ma voix, mon métier, ma santé. Je rappelle que c'était un projet qui était financé par l'Université de Montréal, justement. Donc, c'est vraiment un projet qui avait un début et une fin. Mais c'est sûr qu'on réfléchit à des suites. Alors, le balado-voix, on va bientôt en parler, il va continuer avec une perspective plus orthophonique. Mais pour continuer le travail avec la voix auprès des enseignants, moi, j'aimerais bien vous entendre, Krishna, Anne-Marie, Edith. C'est quoi qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait un projet de recherche? Est-ce qu'on va parler avec des gens pour instaurer de l'orthophonie dans la formation? Qu'est-ce qu'on fait? Toutes ces réponses. Ingrid, je viens d'allonger notre liste de choses à discuter ensemble. Mais je crois, Ingrid, Krishna, on en avait déjà parlé, tu sais, quand on s'est rencontrés il y a pas longtemps, Krishna, puis on avait parlé, tu sais, que les enseignants ont souvent un petit montant pour des activités sociales, des activités de formation continue, des formations simplement. Ben moi, je pense que la valeur d'une formation créée par des orthophonistes pour des enseignants, c'est primordial et ça devrait faire partie de tout le cursus de formation continue des commissions scolaires. Ensuite, autre chose, est-ce qu'on va dans les formations? La réponse est oui, il devrait avoir pas un cours, je sais pas, mais au moins des dîners-conférences donnés par des étudiantes en orthophonie ou des enseignants d'école d'orthophonie pour justement valoriser, vulgariser, rayonner l'importance de la voix chez les enseignants. Et moi, je pense qu'il y a un travail à faire aussi au niveau de la population générale. Parce que je crois que ce mot-là est plus facile si toute la population est conscientisée que le geste de la voix est équivalent au geste de marcher et tout aussi important, ben c'est sûr que après ça, le cheminement devient plus naturel. Quand je suis blessée à mes pieds, je vais voir une physiothérapeute pour qu'elle m'aide à rééduquer ma marche. Ben c'est la même chose. J'ai la voix fatiguée. Donc, toutes ces réponses, Ingrid, sont bonnes. Maintenant, qui va le faire? Comment on va le faire? Ben, ça, c'est un autre podcast complet. C'est un projet de recherche entier qui va durer des années, Ingrid, je crois. Krishna, toi? Ben, c'est sûr que mon souhait, moi aussi, c'est que ce soit plus accessible, que ce soit ça qui soit normal, qu'on soit au courant de c'est quoi notre charge vocale, puis de comment prendre soin de notre outil de travail. Donc, je maintiens cette définition-là pour moi. Mais de savoir là, que c'est quoi notre charge, puis de savoir comment s'y prendre, autant dans la gestion de classe,
comment favoriser le lien d'attachement avec les élèves grâce à la voix qui porte bien, qui est affirmée, qui est présente, qui est douce et tout, là. Donc, il y a toutes les caractéristiques qui sont mises en place là, quand on s'en sert bien. Puis dans la compréhension aussi, pour que les gens puissent savoir que oui, ça nous sert, puis c'est vraiment quelque chose, au même titre que nos planifications, les évaluations qu'on fait pour les élèves, mais la voix, on en a besoin pour que les apprentissages puissent se faire adéquatement. C'est vrai que c'est une programmation de recherche jusqu'à notre retraite. Là, c'est sûr. C'est pour ça qu'on aura besoin de personnes comme Édith Coulombe pour la relève. Est-ce que tu restes engagée, motivée par l'aspect vocal de l'orthophonie, Édith? Ah oui, mon Dieu, vraiment. Puis ce que tu disais, Anne-Marie, ça me faisait penser à... Dans un de mes cours, Marie-Christine Allais, elle nous parlait de comme quoi c'est plus facile de changer les croyances des gens que leur comportement. Puis c'est un peu ça aussi que je me dis, tu sais, par la formation, on peut faire comprendre aux gens que la voix, c'est important, qu'il faut prendre soin de notre voix. Donc je pense que soit d'aller faire des formations plus sporadiques dans l'université ou d'instaurer un cours là, dans la formation d'enseignants-enseignantes, je pense que c'est par là qu'on va pouvoir semer une petite graine pour dire faites attention à votre voix. C'est plus facile à comprendre les fondements pour après ça changer un comportement. Tu sais, là, tu as compris que ah ben là, j'ai perdu ma voix pour telle raison, il faut que je prenne soin de ma voix pour telle raison. Donc, c'est sûr que les formations, moi, je pense que c'est des incontournables. Puis après ça, ben là, projet de recherche, c'est sûr que c'est intéressant. En tout cas, c'est sûr que on continue ce travail-là. Maintenant, ce travail-là, il va repasser derrière les coulisses. Il sera plus sur le front line du balado-voix. Donc, la série Ma voix, mon métier, ma santé va faire dodo. Puis, c'est pas pour ça que le balado-voix va disparaître. Au contraire, il va continuer. Puis notre projet, justement, c'est d'amener la perspective plus orthophonique parce que ça a été, on est des chercheurs en orthophonie, des orthophonistes, futurs orthophonistes qui adorons la voix, on est passionnés par la voix, donc on en parle. Mais il faut aussi se rendre compte que la voix dans le domaine de l'orthophonie, c'est une petite spécialisation. Donc, ce qu'on s'est rendu compte à travers cette première série du balado-voix, c'est qu'en fait, que ça intéressait aussi beaucoup d'orthophonistes qui venaient avec des questions très spécifiques et relatives à leur profession et à leur métier sur la voix. Donc, beaucoup de questions aussi sur les autres troubles qui sont pas nécessairement en lien avec l'enseignement. Donc, c'est vrai que il y a tout un florilège de troubles de la voix dont on pourrait parler avec des causes et des étiologies très différentes de celles qu'on a abordées à travers nos premiers épisodes. Des questions aussi sur la manière dont les thérapies se font, sur les mécanismes sous-jacents, donc des choses très spécifiques, très orthophoniques. C'est dans cette aventure-là qu'on va se lancer dans les prochaines semaines. Donc, le balado-voix continue avec Anne-Marie. Tu restes avec nous. Edith, tu vas t'engager avec nous pour stimuler nos vieux cerveaux d'orthophonistes et de chercheurs installés et venir avec des nouvelles questions, peut-être plus naïves, parce que justement, tu es dans ton apprentissage, mais c'est ça qui va nous alimenter. Puis Krishna, on te garde dans notre manche pour te sortir de temps en temps et garder cette perspective justement du terrain enseignant parce que c'est sûr qu'on va revenir sur des sujets qui te concernent directement. Ça, c'est notre plan pour la suite. Est-ce que vous confirmez que vous êtes d'accord avec ce plan-là? Je trouve ça excitant, moi. Ben moi, j'ai hâte d'écouter. C'est sûr que je vais écouter la suite. On peut pas se quitter sans faire notre mot de la fin. Edith, c'est toi qui as la première parole. Pour toi, c'est quoi le mot de la fin aujourd'hui? Mais j'ai trouvé ça vraiment agréable de faire un retour sur tout votre cheminement à toi, Krishna et Anne-Marie, puis aussi de voir le contraste avec le premier épisode versus maintenant. Je trouve ça vraiment enrichissant de voir l'évolution. Je sais pas, je suis vraiment enthousiaste et excitée pour la suite. J'ai l'impression que le balado a répondu à un certain besoin, puis je suis confiante qu'il va répondre à d'autres besoins aussi éventuellement. Ça me rend vraiment fière là, de ce projet-là. Donc, je suis vraiment contente à ce que le balado continue, puis que moi aussi, je puisse continuer dans cette
dans ce projet-là. Merci Edith. Krishna. Ben moi, ce projet dans lequel j'embarquais de façon un peu naïve, comme je disais tantôt, m'a rendue, ben je me sens plus compétente, plus en connexion avec ma voix, puis de mieux comprendre cet outil-là. Je pars avec mon petit baluchon, là, et je me semble que je me vois, là, je repars avec les outils puis mon bagage, acquis à travers, les différents épisodes qu'on a fait ensemble, puis avec le suivi que j'ai eu, l'opportunité de faire avec Anne-Marie. Puis de voir, des gens compétents dans leur métier, autant Anne-Marie, Ingrid ou Edith, là, qui est en devenir aussi. Je trouve ça inspirant. Je trouve ça beau, là, de voir que les gens ont leur expertise, puis moi, j'ai la mienne, mais de voir, les autres, là, qui se développent, dans d'autres, milieux. Je vais rajouter quand même rapidement, on dit t'es arrivée naïve dans ce projet. Je dois dire que je pense qu'Anne-Marie et moi aussi, on est arrivés naïves dans ce projet, dans le sens où on a tellement appris aussi à travers ce projet sur le milieu de l'enseignement, sur la perspective enseignante au niveau de la voix, sur comment dans ces milieux on peut parler et s'intéresser à l'objet vocal. Donc, c'est ce bout de naïveté chez nous trois, je pense, qui nous a amenés à faire ce balado. Anne-Marie, toi, ton mot de la fin. Ben moi, je dirais aussi que je trouve que c'est vrai que les deux filles ont dit c'est beau. Je vais dire aussi que c'est vraiment beau parce que tout le monde qui a participé, tout le monde qui a écouté ce balado en est sorti avec des connaissances supplémentaires qui ont pu s'approprier selon leurs besoins. Je reviens encore avec le fait que ça basé sur mes besoins, sur mes objectifs. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Ingrid, tu le dis, ça nous a fait grandir, nous, en tant qu'orthophonistes, de s'impliquer dans ce projet-là. Krishna, ça l'a fait grandir en tant qu'enseignante. Donc, c'est vraiment merveilleux l'apport sous-estimé qu'on peut pas quantifier là, de ce balado-là. Fait que c'est ça qui me rend émue d'avoir participé à ce projet, puis de clore ce volet-là. Merci. Moi, mon mot de la fin, alors ça va être un mot du début, et c'est une invitation lancée à toutes les personnes qui nous ont écoutés de continuer à nous écouter. On va ouvrir un nouveau volet du balado voix qui va maintenant s'intéresser vraiment à la perspective orthophonique, mais dans l'espoir évidemment d'intéresser les orthophonistes, mais aussi d'autres personnes qui se questionnent sur la voix, son fonctionnement, son dysfonctionnement, pour en apprendre plus. Donc, on va rester dans l'idée de vulgarisation, de s'amuser ensemble, de découvrir de nouvelles choses et de grandir ensemble vocalement. Sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Le soleil brille. On enregistre ça fin mai. C'est merveilleux. L'été arrive et on reste sur cette belle pensée. Puis, on vous dit à très, très bientôt.